Raphaël Elio, on en a entendu parler hier par la libraire dont j'ai oublié le prénom. Sausan. Sausan, voilà. Puisque vous travaillez avec elle, c'est ça ? Oui, dans la librairie Zénobie. Pas dans la librairie. Non, mais autour de la librairie oui. Zénobie. Alors, je vais aller vite. Hein. Vous êtes architecte, voilà. Vous êtes photographe. Vous êtes arpenteuse des villes, un peu comme les grands poètes, comme Jacques Roubaud, par exemple. Vous travaillez, vous animez l'association Vivacité Île-de-France, dans laquelle vous entraînez derrière vous, mais pas comme le joueur de flûte de Hamelin, des enfants, des adultes, et vous les emmenez dans les villes, à lever le nez, regarder les choses, et de manière à reconsidérer avec eux la façon d'habiter, et puis de ne pas subir la ville, mais de l'habiter de façon créative et de façon coopérative, surtout si j'ai bien tout lu sur votre site et tout. Voilà. Vous êtes formatrice, et puis vous avez construit des ouvrages pédagogiques. Alors moi, je n'ai retenu que le dernier, mais j'ai vu que vous aviez dit que tout n'était pas à jour. Quelque chose que vous avez fait en collaboration pour La main à la pâte, hein, oui, donc, et qui s'appelle « Ma maison, ma planète et moi ». Voilà. Et vous êtes accompagnatrice des collectivités, de projets écologistes et d'ateliers de concertation avec les habitants. Voilà. Tout ça. Claire Monod, je vais avoir du mal à la vous voyer parce que je l'ai connue, elle était toute petite, donc voilà, donc je vais te tutoyer. Claire, elle est architecte aussi, donc on a une architecte, excusez-moi si c'est réducteur, mais plutôt dans le milieu associatif, même si vous avez vous travaillez, voilà. Et Claire est engagée dans le milieu politique puisque co-responsable du mouvement Génération, hein, c'est ça, donc écologiste et Europe Écologie les Verts. Elle est mère de 3 enfants, hein, il faut aussi le dire, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants, mais il y en a qu'on a à la maison. Et elle est impliquée dans l'expression des questions urbaines contemporaines qui sont liées à la ville durable, ça ne va étonner personne, à l'égalité des territoires et à la protection du patrimoine aussi. Voilà. Alors, elle est solidaire des mouvements sociaux qui donnent la priorité aux enjeux écologiques, croissance, inégalité, climat, ressources naturelles, santé, démocratie, et elle est engagée dans la défense des droits des migrants et de l'hébergement d'urgence. Voilà, ça fait un beau... Alors, je voulais vous demander au début de réagir à cette présentation, mais on a perdu un peu de temps, donc on va passer sur ce temps. Comme on n'a pas eu le temps de se voir, j'avais préparé quelque chose. Claire me dit qu'elle a préparé de son côté quelque chose qui va durer dans les 5 à 8 minutes, donc je te propose de commencer là-dessus. Vous réagirez à ce que Claire dira, et après on raccordera avec ce que j'avais préparé. Ça marche ? Allez, il faut s'adapter. Merci Yvan, on ne va pas perdre trop de temps, et merci de votre invitation. Comme Yvan vient de vous l'expliquer, je ne suis pas du sérail. Et donc, je ne vais pas faire semblant. J'ai pensé plus intéressant de répondre à une question que Yvan me posait, ou du moins une perche qu'elle me lançait dans nos échanges au préalable, en me disant, mais on peut se référer à ce que soi-même on a en soi, ce qu'on a construit, ce que l'on voit. Alors, je ne sais pas à vous, mais moi, en tout cas, une partie de mes rêves se déroule systématiquement dans le même espace, celui où j'ai vécu mes premières années. Alors, je crois qu'en psychanalyse, il n'y a rien de très original, mais ce qui m'a frappé, c'est que ce repère est indélébile, et qu'on en a tous un au moins. Et ce lieu de mon enfance, donc, il fait le décor, en fait, de la représentation que je me fais de moi-même. Il reste le cadre inamovible de mes rêves et devient en fait quelque part le concentré de mon être. Et je crois que l'on porte toute sa vie la coquille de son enfance. C'est de ça dont je voudrais essayer de parler, alors sans prétention aucune, mais en tout cas avec beaucoup d'émotion, parce que je pense que quand on parle aux enfants, quand on veut leur expliquer ce que c'est que habiter, et je suis architecte, donc je vois à peu près ce qu'on peut en faire, mais je pense qu'il faut parler à l'intimité de l'enfant, à ce qu'il est vraiment au fond de lui. Alors, cette coquille de son enfance, dans cet espace que l'on ne choisit pas, qui se révèle dans nos rêves, il y a des lieux, mais il y a surtout des personnes, des émotions, des sensations. Il y a des pensées, il y a des parents. Et tout un ensemble, en fait, que pour moi, on peut appeler habiter. Et en fait, nous sommes adultes, habités par les lieux où nous avons habité.
Et je pense que c'est là une des clés fondamentales de la façon de parler aux enfants. Alors, moi, je suis une petite Parisienne. Et pourtant, c'est juste une petite anecdote, mais le lieu de mon épanouissement profond, quand j'y pense, ça n'est pas la ville. C'est celui qui m'a donné le plus le sentiment de protection et de liberté. Et j'ai entendu dans ce qui a été dit avant, je pense que ce sont deux termes absolument fondamentaux pour définir l'endroit où l'enfant peut s'épanouir, se développer. Alors, pour moi, ça se situe dans une minuscule bergerie, en pierre sèche, au milieu d'un immense paysage dans les Alpes de Haute-Provence, peu importe, un endroit où le ciel était plus grand que la terre, et où je vivais dans un dortoir partagé avec ma grand-mère, mes cousines, bref, un espace pour le moins modique. Alors, pourquoi vous revenir simplement rapidement sur ce lieu ? Parce que je pense, et c'est comme ça que je vais le définir, que ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, et ce que je pense qu'il faut transmettre aux enfants quand on leur parle d'habiter, je pense que c'est ce que l'on appelle le genius loci, c'est-à-dire cette notion philosophique, enfin en tout cas romaine, qui nous vient donc de la Rome antique, qui était donc l'esprit protecteur du lieu, mais non seulement du lieu, mais ce génie qui protégeait en fait à la fois le lieu et les individus qui l'habitent. Et donc, en architecture, et donc j'en reviens à mes études, ce genius loci a été théorisé par un architecte norvégien, Christian Norberg Schultz, qui en a fait un ouvrage très intéressant, et qui fonde un peu la phénoménologie en architecture, qui étudie la relation entre l'individu et le lieu. Et je pense que c'est de ça dont il faut parler aux enfants. Il disait, l'habitation n'est pas un simple abri, quel qu'il soit, dans toutes les variétés que l'on a vues tout à l'heure, mais l'endroit où la vie se déroule. Voilà. Le génie des lieux, c'est ça dont il faut parler aux enfants, parce que c'est ce qui façonne l'âme pour la vie, en fait. Et c'est lui que l'on peut invoquer, je crois, dans les histoires. C'est autour de lui que l'on peut développer l'imaginaire, car c'est ce qui protège, ce qui inspire, à la fois dans cette relation d'être humain et d'espace. Voilà. Michel Foucault disait, pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Alors, je voudrais simplement revenir rapidement à, en tout cas, un livre, un ouvrage dans lequel s'est révélé pour moi, adolescente, ce génie des lieux, et pour vous permettre d'aller au bout de la définition, de comprendre ce qui peut se transmettre dans une littérature qui n'est pas une littérature jeunesse, vous allez le voir, mais qui est le récit d'enfance, comme on peut s'y projeter, je crois, en tant que jeune lecteur. Avec ses émotions, ses descriptions, bien sûr, et ce qui a servi à la compréhension et l'enrichissement de soi-même, à travers un espace notamment, mais grâce à d'autres vies, d'autres milieux, d'autres temps. Et par ailleurs, moi, j'y ai trouvé aussi l'écho à mon engagement, à ma révolte, et contre les inégalités, contre le racisme, contre les discriminations. Et j'y ai découvert aussi les vertus de la solidarité. Donc, tout ce génie des lieux, pour moi, l'ouvrage dans une cage d'escalier. Ce génie des lieux, c'est un ouvrage qui se passe dans une cage d'escalier, autour d'une smala d'enfants livrés à eux-mêmes, voilà, avec leurs douleurs et leurs questions. C'est une horde solidaire qui, par nécessité, se retrouve à partager le toit protecteur de celles qui les accueillent par compassion et par générosité, mais aussi pour survivre. Et donc, je vous parle de La vie devant soi, de Romain Gary. Et je pense que c'est un ouvrage qui m'a profondément marquée, justement parce que le lieu est une émanation. Le lieu n'est pas le sujet, mais le lieu est le génie du lieu qui va porter
cet ouvrage, c'est-à-dire qu'il va y avoir un intérieur, un extérieur, il va y avoir la protection, il va y avoir la sécurité, et il va y avoir surtout le risque de perdre ce génie des lieux en permanence de la part de ces enfants qui sont dans des situations de précarité absolument totale, puisque, vous le savez, ce sont des enfants donc, de prostituées. Voilà. Dans ce secteur à Belleville. Voilà. Pour élargir, moi je peux parler encore, mais on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Belleville, pour moi, c'est aussi, ce Genius Loci, c'est aussi Daniel Pénac et la saga Malocène, dans laquelle, encore une fois, le lieu de l'habitat est le lieu de l'identification des enfants. Et je pense, voilà, c'est pas simple, hein, mais je pense que c'est ça qu'il faut poursuivre, c'est ça qu'il faut transmettre, et c'est comme ça que l'on parle aux enfants, quitte à leur montrer d'ailleurs autre chose. Voilà. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Je vous remercie. Très bien. Bravo. Alors, Raphaël, est-ce que vous voulez réagir à ce que dit Claire, prendre les images que vous avez amenées, puisque une des choses que je vous ai demandé dans le mail que je vous ai envoyé, je ne sais pas si je vous l'ai cité, mais en tous les cas, je pensais très fort à Pierre Bergogneau, qui dit en gros, la littérature, elle parle de certaines vies, elle ne parle pas de toutes les vies. Et moi, il dit, quand j'étais dans ma profonde Corrèze, je crois que c'est ça, c'est Corrèze. Oui, Corrèze. Je ne me reconnaissais jamais dans les livres et j'étais obligée de me déporter tout le temps dans d'autres vies. Et il dit, j'ai donc compris qu'il y avait des vies qui étaient légendées et donc les gens pouvaient les vivre 2 fois puisqu'elles étaient écrites. Et puis il y avait des gens comme moi qui ne pouvaient vivre qu'une fois leur propre vie. Je crois que Claire nous a montré un très bel exemple de... toutes les vies doivent être légendées, y compris celle des cages d'escalier, des enfants de prostituées. Alors, moi, je voulais vous poser une question, mais sentez-vous libre si vous voulez rebondir sur autre chose. C'était celle que je voulais poser à Claire et qu'elle a devancée. Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des livres qui ont légendé votre propre vie et vous connaissez un peu plus la littérature de jeunesse, je crois que Claire, c'est ça. Moi, je ne suis que mère de famille. Voilà, c'est ça. Donc voilà, est-ce que vous voulez réagir là-dessus, sur cette identification que la littérature va reprendre et va permettre de sublimer, ou est-ce que vous voulez enchaîner sur autre chose et réagir ? Un peu les deux. Allez, c'est parti. Vous êtes coopératif, c'est super. Oh bah oui, on s'adapte. Oui. En préparant ce moment avec vous, je me suis aperçue qu'en fait, mon enfance avait été assez peu nourrie de livres pour enfants et en tout cas pas d'architecture. Parce que toute la littérature dont on parle là depuis hier n'existait pas en fait. Il n'y avait pas toute cette pédagogie, tous ces ouvrages. Vous êtes trop jeune pour dire ça, excusez-moi. Ça existait, mais vous ne les connaissiez pas. Mais... J'ai pas de souvenir. À part le château de Moulinsart, la grotte de Bilbo le Hobbit, voilà. Non, vraiment, je trouve que, j'ai regardé attentivement le rayon enfant de la librairie Zenobi de Saosa Nawada, dont on parlait tout à l'heure, et tous ces ouvrages extrêmement détaillés, pédagogiques, éclairants, avec beaucoup de vocabulaire, assez technique parfois, n'existaient pas, vraiment. Il n'y avait pas ce type de document. Et moi, ce que j'adorais, c'était Barba Papa. Parce que la maison pouvait se mouler, s'adapter. Voilà, je trouvais ça complètement fou. Alors que j'avais un grand-père menuisier qui fabriquait tout chez lui, son bateau, sa cuisine. Et donc le côté fabrication manuelle, et moi ayant fait aussi beaucoup de travaux manuels, je suis restée sur ce fil conducteur qui est comment ça se fabrique en fait. Puisque je n'avais pas les réponses, je suis allée les chercher. Et donc ça a été vraiment mon moteur. Et mon parcours d'études et de curiosité d'adolescente était plus sur la photo que sur l'architecture. Mais comme je faisais des photos d'architecture, on m'a dit « Ouais, mais non, photographe, c'est pas un métier sérieux, il faut que tu sois architecte. » Donc j'ai fait des études d'architecture en ayant toujours en tête que ce que j'avais envie de faire, c'était ce que je faisais quand j'étais ado et que j'avais le droit de sortir à Paris notamment, arpenter la ville, photographier parce que c'était l'outil que je maîtrisais le mieux, mais je pouvais dessiner aussi un petit peu. Je ne suis pas super douée en dessin, mais je vais vous montrer quelques images. En fait, le dessin d'architecture, ça peut être assez simple, en fait. Et ce parcours-là, en fait, d'arpenter la ville et de photographier ou de dessiner, c'est de l'observation. Et c'est de la captation, et c'est... plus on est petit, plus c'est bas. Et puis quand on grandit, on regarde de plus en plus haut, ce qui n'empêche pas de regarder le ciel aussi à tous les âges. Mais
voilà, je me suis du coup interrogée quand j'intervenais avec des enfants sur qu'est-ce qu'ils voient à leur hauteur, qu'est-ce qui les préoccupe. On a parlé tout à l'heure aussi du fait que les enfants voient beaucoup les détails. Et donc ça m'a beaucoup guidée pour animer des ateliers qui étaient vraiment basés sur la balade urbaine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on m'a demandé d'aller raconter un quartier, une ville, et beaucoup dans le 93, j'ai arpenté toute la Seine-Saint-Denis en long, en large, dans les collèges, dans les écoles primaires à une certaine époque. Et le challenge était qu'est-ce qu'il y a à voir et qu'est-ce qui peut être intéressant dans un quartier a priori pas super sexy, y compris à Trappes. Une balade urbaine pour parler d'architecture à Trappes, c'est un défi. Et la question est comment en fait on apprend simplement. Alors, apprendre ou partager la curiosité, déjà, avant d'apprendre. Partager la curiosité de ce qui fabrique l'espace qu'on appelle public dans les termes techniques. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un espace est public? Qu'est-ce qui fait qu'il est privé? À quel moment il devient privé? Voilà, toutes ces notions, y compris du nom des rues, du nom des végétaux. Quand il n'y a pas d'architecture à regarder, on regardait les arbres. Et puis, on dessinait les feuilles des arbres. Et puis, on essayait de se souvenir des différents noms des arbres et à quelle saison on est et à quel moment il va faire de l'ombre dans la rue et d'apprendre à observer, y compris quand il n'y a pas beaucoup d'architecture. Et le premier bouquin vraiment qui m'a marqué, moi, c'était Apprendre à voir l'architecture de Bruno Zevi, qui était du coup assez technique avec des décortiquages de bâtiments classique, avec le dessin du plan poché en noir pour faire ressortir l'espace intérieur. Donc il y a toute cette appropriation pendant les études des représentations de l'architecture qui m'ont aidé ensuite à construire des outils pour animer avec les enfants. Et ma question, toujours quand j'anime, surtout de la concertation, mais aussi des ateliers avec les enfants et quand je conçois des outils, c'est la balade urbaine est géniale pour ça, de faire parler les autres. C'est-à-dire que j'essaye chaque fois de ne pas être conférencière, de ne pas être l'historienne, parce que je ne suis pas historienne, et donc de poser quelques éléments de discussion qui permettent aux différents participants, que ce soit des enfants ou des adultes, de prendre la parole, de contribuer et de se mettre aussi, eux, à observer autour d'eux et à discuter. Parce que moi, je peux projeter... dire, voilà, vous avez ici un espace qui est complètement fermé parce qu'il est comme ci, comme ça, etc. Je fais une description. Si je ne laisse pas la parole, je n'aurai pas le retour. Et ça m'est arrivé de laisser la parole et de me retrouver avec des personnes pas du tout d'accord, qui disaient, mais je ne comprends pas du tout. Moi, je trouve que cet espace, il n'est pas du tout fermé. Je le trouve très ouvert, je l'aime beaucoup. Et on avait des avis complètement divergents. Et ça fait la richesse de l'échange, de l'observation et de ce temps qu'on prend dans la ville, qu'on ne prend pas d'habitude parce qu'on a un parcours d'un point à un autre, et à part quand on est en mode touriste et qu'on vient exprès pour découvrir un endroit, le quotidien, l'espace quotidien, ce fameux département 93 assez mal aimé, de prendre le temps de le découvrir et vraiment d'être ensemble dans l'espace public, c'est un moment assez précieux. Et quand on prend des collégiens et qu'on leur dit, une classe entière, on va aller dans le quartier et on va aller observer le quartier, la réponse c'est c'est bon madame, on le connaît. Hein. Et du coup, le challenge c'est de dire justement c'est vous qui allez me le montrer. Et donc vous m'emmenez dans un endroit, vous vous mettez d'accord entre vous, d'où la notion de coopération. On va construire le parcours ensemble. Mais si vous choisissez un endroit, vous devez me dire pourquoi vous avez choisi cet endroit. Et on va apprendre à le décrire ensemble. Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense de cet endroit. Et on va construire ensemble des opinions convergentes et faire émerger aussi des divergences et nourrir ça ensemble. Alors, puisque vous parlez d'images, il y a une auteure pour enfants qui s'appelait Tana Oban, qui entrait dans les classes et qui disait aux enfants de faire ça et de dire, en fonction de l'endroit où je vais poser ce petit cadre, je ne vais pas voir la même chose de l'endroit qui... Ils font ça maintenant. Ah oui, ils font ça. Donc, alors j'ai deux questions pour rejoindre aussi l'escalier de Claire. Le premier, c'est les livres sélectionnent.
des parties de la ville ou du village ou de la montagne ou de n'importe quoi. Un livre, ça sélectionne, ça fait ça. Et moi, je voulais savoir, en tant qu'architecte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on montre, c'est-à-dire comment montrer la ville ou le village, hein, on parle, en fait, il faudrait dire le paysage, je ne sais plus ce qu'il faut dire, et surtout quelque chose que vous avez appelé les espaces publics, puis ce matin, j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas trop dire public, alors je vais les appeler les espaces communs. Et comment les rendre partageables, ces espaces communs? Parce qu'on a regardé tout à l'heure avec Claire le nombre de garçons, mais c'est insupportable, d'éléments masculins qui sont sur les images, c'est affolant. Et quand il y a des mamans, quand il y a des femmes, c'est des mamans. Et comment faire aussi pour les rendre hospitaliers quand il y a tant de digicodes, de judas, de chiens, d'alarmes, de vidéosurveillance, etc., qu'on ne voit presque jamais dans les images des livres pour enfants. Donc ça, c'est pour vous et vos images. Et pour Claire et pour son escalier. Moi, je pensais à des contre-espaces dont parlait Michaud. Non, c'est pas Michaud, je le confonds encore une fois. J'ai dit Michaud, c'est pas grave. Non, mais ça va me revenir. Les mots et les choses. Foucault, voilà. Oui. J'ai toujours la dernière syllabe et pas la première. Voilà. C'est-à-dire tous les contre-espaces dans lesquels les enfants s'épanouissent. Par exemple, les couloirs, les placards, mais les balcons. On a parlé tout à l'heure des balcons. Moi, je me suis engueulée avec un architecte qui m'a dit il n'y a pas besoin de balcon parce qu'il faut que les gens puissent se rencontrer dans la ville, il faut qu'ils sortent de chez eux. Mais je lui dis mais lui, je rêve, il n'a jamais eu des gosses à la maison. Il n'a pas vécu le confinement surtout. Il n'a pas vécu le confinement. Il faut un balcon. Alors, je pensais à Roald Dahl et L'amour de tortue, où il y a ce monsieur qui habite en haut du balcon et la dame en bas. Ils vont tomber amoureux grâce à une tortue. Et s'ils n'avaient pas eu de balcon, c'était mort. La cour, le jardin, mais aussi la palissade. La palissade qui va séparer de l'autre endroit, ou le mur. Et je pense à Fifi Brin d'Acier, où les deux petits voisins regardent par-dessus et aperçoivent Fifi. Mais aussi l'autre côté du miroir de Michel Tournier, c'est-à-dire tous ces murs et ces habitations. Donc sur les images, c'est-à-dire comment vous aimeriez qu'on montre sans trop sélectionner d'une certaine manière, et puis aussi les points de vue, comment on nomme. Alors, je ne sais pas, Claire, si tu veux commencer, puis après, si vous voulez montrer vos images. J'ai pas forcément beaucoup de références en littérature enfantine, comme je vous l'ai dit, mais s'il y a un ouvrage qui répond, je crois, à ce que tu demandes, en tout cas pour moi, et je l'ai découvert en tant que mère de mes enfants, c'est le livre qui s'appelle 7 milliards de visages, de Peter Speer, d'accord. Et ça, c'est les années 90. Et voilà. Et pour moi, dans ce livre, il y a tout. C'est-à-dire que comme je ne suis pas du tout fanatique des cages d'escalier, mais du génie du lieu, et que là, en l'occurrence, c'est un escalier, mais ça peut être 1000 choses différentes, je crois que dans la poésie, dans la couleur, dans la diversité, la multiculturalité qui est présentée, dans cette forme de présentation à la fois exhaustive et dans toute sa diversité égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport de classe, de lieu, de temps. Et je crois que c'est là que l'on a vraiment la présentation de ce qu'est, de ce que doit être une ville, c'est-à-dire à la fois des bâtiments, on en voit, il y a des grands monuments, les grands monuments religieux, enfin de mémoire, etc., et les gens qui y habitent. Et on voit aussi bien le détail d'une porte que le détail des yeux, selon qu'on a les yeux bleus, ou les yeux noirs, les yeux bridés, ou les yeux pas bridés. Bref, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, je vous parlais tout à l'heure des romans contemporains, enfin relativement contemporains, par exemple de Romain Gary. La différence que je vois par rapport à l'époque où ces livres ont été écrits, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la place des enfants a disparu dans la ville. Complètement. Alors, complètement. Ceux qui se l'approprient aujourd'hui ne sont plus du tout protégés. Je pense que la mobilité, les développements de la mobilité, de la mécanisation et bien entendu du fléau mondial qu'est la voiture, même si c'est très utile, je suis venue à vélo, la voiture a fait fuir, je crois, les génies des lieux. Et il reste souvent dans ces espaces publics aujourd'hui. Moi, j'ai un ado aujourd'hui qui a donc vécu la ville contemporaine. Le bruit, la pollution, les dangers, et que ceux qui restent dans la rue, les enfants qui restent dans la rue, sont extrêmement dépréciés. Et qu'aujourd'hui, ça n'est plus du tout un espace
collectif. C'est un espace de rebut pour les enfants qui doivent y rester. Et pourquoi ils doivent y rester, en fait ? Je pense que, alors d'abord, leur liberté dans ces espaces a fondu totalement. Elle est réduite aujourd'hui comme peau de chagrin. Et il ne leur reste que des rogatons d'espace. Alors, rogatons, il y a rogatons et rogatons. On peut considérer que les parcs sont les espaces qu'on leur laisse aujourd'hui. Alors évidemment, le Luxembourg, par exemple, n'est pas un rogaton d'espace, on est d'accord. Mais à l'échelle de la vie d'un enfant, ce sont des espaces qui sont certes parfois très agréables. Alors le square, la cour d'école, le parking, avec lesquels il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur ce que sont ces espaces. Mais ce sont des espaces encadrés. Ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de jouer ailleurs que dans le petit parc, y compris, je prends le Luxembourg, ça me vient à l'esprit, mais y compris dans le Luxembourg, il y a un espace de jeu pour les enfants. Enfin, on marche sur la tête, les mômes n'ont plus aucune liberté. Et donc, je crois que dans les livres, on leur apprend quoi aujourd'hui quand ils sont petits, parce que les livres qu'on a vus là sont des livres qui sont quand même datés des années 70, 80. Voilà, mais aujourd'hui, on leur apprend quoi ? On leur apprend à faire attention en traversant. Attention aux voitures. La ville est une menace, très souvent. Et je ne dis pas que c'est faux, mais je dis que ça donne l'image aujourd'hui de la société dans laquelle on vit. Et que je dirais que les tensions urbaines, là, ont fait fuir le génie du lieu, précisément. Et par quoi a-t-il été remplacé, ce génie du lieu ? Parce que nous sommes géniaux, vraiment, par des vidéos, des caméras de vidéosurveillance. La vie est formidable. C'est-à-dire qu'en ce moment, la liberté, la protection, c'est quoi ? C'est une caméra, un œil qui vous filme. Voilà, bienvenue. On n'est pas... c'est 1984, mais malheureusement, on a passé déjà 1984. Voilà. Et pendant ce temps-là, et j'ai fini, dans l'espace privé dont tu parlais à l'instant, qu'est-ce qui s'est passé ? Une réduction drastique des surfaces. D'accord ? Les appartements ont perdu 20 mètres carrés en moyenne, 20%, on va dire, 20% en moyenne, depuis une trentaine d'années. Donc, il n'y a plus d'espace. Et donc, le mal habité a été crûment mis en lumière pendant le confinement, je vous le disais. Il y avait quoi ? Il manquait de surface, il manquait d'espace extérieur, précisément, des balcons, tout ça. Il manquait de place pour travailler. C'est bien de télétravailler, mais avec 3 mômes sur les genoux, c'est pas très pratique. Il manquait de hauteur sous plafond. Figurez-vous qu'on a perdu, je crois, 7 cm en 20 ans de mémoire, alors que la population a grandi pendant ce temps-là d'à peu près autant. Bienvenue chez les fous, dans la société complètement néolibérale dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va rester aux enfants ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur raconter ? Où est le génie des lieux de cette génération ? C'est ça qu'il faut reconstruire. Et pour finir, je dirais juste que nous avons fait une petite réalisation modeste et humble, mais qui, je pense, répond à cette question. Et à Paris, vous l'avez sans doute vu pour ceux qui s'y sont baladés. Aujourd'hui, nous avons recréé des rues aux enfants. Voilà. Eh bien, ça n'est rien. Mais je pense que ça dit énormément de choses. Dans ces rues, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de trottoirs. Là où il y a des écoles, c'est ça ? Oui, devant les écoles. Il n'y a plus de... Les espaces sont plus circulés, ils sont moins pollués, moins bruyants, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces espaces ? Il y a des parterres de plantation, donc les mômes peuvent planter. Bon, on va voir comment ça marche, c'est encore exploratoire. Mais on peut jouer aux billes dans les caniveaux. Un truc de fou. Eh bien, je pense que ces petites respirations en ville permettent au génie du lieu de revenir. C'est bien. Du coup, j'enchaîne. Allez-y, j'ai mais aussi oui, des choses à raconter sur les rues aux enfants. C'est intéressant de partager ça. On ne se connaît pas. Vous ne connaissez pas, mais vous êtes bien rencontrés. Finalement, j'ai les 2 meilleures architectes intervenantes du monde. On va faire ce qu'on peut. Je voulais vous présenter des illustrations de ce qu'on raconte. Qu'est-ce que ça donne des enfants dans la ville ? Donc, leur faire se mesurer à la ville avec l'enfant comme étalon de hauteur où il se colle au mur pour voir moi je suis plus grand, toi tu es plus grand, et le poteau et tout le mobilier urbain. Donc, et aussi d'essayer de faire un pas qui fasse 1 mètre. C'est pas facile à leur âge, donc peut-être ils se mettent à 2 pour arriver à faire 1 mètre, parce que moi j'ai des grandes jambes, j'arrive à faire 1 mètre, mais voilà, et du coup on le fait à plusieurs. La plaque d'égout, là, les enfants qui sont dessus, c'est un de mes sujets favoris, je pourrais vous en parler si vous voulez. Oui, vous en avez des très belles sur votre...
Oui, voilà. C'est-à-dire que, bon, petite parenthèse, page publicitaire, un de mes sujets photos préférés, ce sont les plaques d'égout. Et donc, ce n'est pas une blague. Je photographie les plaques d'égout. Parfois, je me fais gronder, vulgairement engueuler même, parce que j'ai l'air un peu stupide comme ça à photographier les plaques d'égout. Mais en fait, ça fait des super photos. Donc, si ça vous intéresse, j'ai apporté quelques images. Oui, pas la plaque, non. J'en ai sauvé une près de chez moi. Voilà, il faut aller sur votre site et sur votre page Instagram. C'est le carton que j'avais préparé pour une expo pour les Journées du patrimoine pour la ville de Pont-à-Mousson, qui est le principal fabricant de plaques d'égout en France. C'est quand même top, quoi. Donc voilà, c'est mon jeu photo, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'un jeu, c'est un parcours qui m'occupe tous les jours, mais qui surtout est une occasion de discuter de techniques, de graphisme, de photos, de plein de sujets à partir de la fameuse plaque d'égout. Et avec les enfants, c'est top. C'est-à-dire qu'ils se mettent à jouer aux billes aussi dans les plaques d'égout. Et ça, c'est un vrai plaisir de les voir s'arrêter dans la rue, les enfants, et d'utiliser cet espace fameux public pour autre chose que juste marcher ou subir les voitures. Les faire dessiner dans la rue, là devant la basilique de Saint-Denis, c'est important quand on raconte des choses sur la ville, d'un moment de se poser et de prendre le temps voilà, graphiquement, simplement sur le plan graphique, mais de prendre des notes pour garder en tête ce qu'on a vu ensemble. Je prépare volontiers pour les plus petits des outils comme ça de vocabulaire. Ça peut paraître un peu technique, la corniche, le chien assis, tout ça. En fait, ils retiennent très très bien. Surtout corniche, ça marche très bien. Le chien assis, madame, on dirait une niche pour le chien. Enfin, ça leur évoque plein de choses. Et ils ont un bonheur à acquérir le vocabulaire. Du coup, moi, par rapport à la littérature pour enfants, moi, c'est comme si je découpais les livres et puis que j'allais dans la rue avec le livre pour leur montrer en vrai. Et du coup, on discute, voilà, le plot en pierre. Est-ce que tous les plots sont des plots ou est-ce qu'il y a des potelets? Donc, il y a des déclinaisons après, selon la matière, selon la hauteur, selon la forme. Et on peut discuter et mâcher les mots pour trouver celui qui nous convient pour qualifier les objets qu'on a vus. Donc là, c'était des exemples photographiques pour la ville de Trappes, parce qu'il y a quand même une église à Trappes. Donc il y a des meulières, il y a des briques. Je m'étais basée beaucoup sur ce qu'on pouvait observer pendant la balade qui était faite avec les enfants. Passer un peu de temps alors avec des outils d'architecte, un calque, un feutre, et décalquer une photo. Ça a l'air simple. Et en fait, non, parce qu'il y a... Pour les enfants, tracer une ligne à main levée sans la règle, ça c'est un bon exercice, de leur faire lâcher le ah mais non, j'ai pris le crayon et puis j'ai tracé comme et ça. La gomme. Non, tu lâches le crayon et de leur montrer qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, qu'on peut faire glisser la main et arriver à faire le trait à main levée. C'est un bonheur pour les enfants, c'est un vrai bonheur, parce qu'au début ils disent non, je vais pas y arriver, et le challenge est de pas les mettre en échec, mais de leur montrer qu'ils sont capables de le faire. Et donc là, interprétation d'une façade qu'on avait observée pendant la balade. Un peu de pâte à modeler pour aller mouler les matières, ça c'est top aussi, c'est très très intéressant. Alors ils sont très surpris quand c'est des écritures, notamment sur les plaques d'égout, parce que du coup quand ils enlèvent la pâte à modeler, c'est écrit à l'envers. Alors ils disent mais madame, je me suis trompée. Non, c'est juste normal. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ce truc écrit à l'envers? Est-ce qu'il a encore du sens? Voilà. Et voilà comment un enfant de CE2 ou CM1 s'est approprié le vocabulaire. Il a écrit linteau sur tous les linteaux. Et du coup, le dessin de façade est beaucoup plus riche, beaucoup plus complet. Il est capable de mettre plein d'éléments des choses d'architecture qu'on a observées ensemble. Alors, à Trappes, puisque ça, c'était des exercices de la ville de Trappes, il y a toutes les tours et les trucs un peu durs à dessiner. Mais il y a une rue avec quelques maisons un peu de plus petite échelle, avec des plus petits matériaux, de la meulière, de la brique. Et du coup, là, on peut vraiment faire de l'observation avec les enfants qui est plus riche, qui est plus de modé nature, de détails, de couleurs. Donc, c'est très riche. Un des exercices, c'était que chaque enfant dessinait une façade. Alors, par rapport à raconter la ville et l'architecture, dès qu'on se met en posture de pédagogue, d'enseignant ou de transmettre les connaissances, il faut faire un choix entre raconter du réel
ou proposer de l'imaginaire. Si vous avez un groupe d'enfants, vous allez devoir leur donner une sorte de consigne quand même, pour ça, parce que sinon ils sont perplexes. Je ne sais pas quoi faire, madame, qu'est-ce qu'il faut dessiner? Et si la consigne n'est pas claire, ils vont avoir du mal à se l'approprier. Et donc j'avais proposé des demi-façades, des photocopies de photos découpées avec des morceaux. Pour ceux qui étaient très très timides, ils pouvaient juste reproduire la façade existante à l'identique en symétrique. Et puis ceux qui étaient complètement libres, qui adoraient la page blanche et qui se lançaient tout de suite à dessiner différentes formes architecturales et pouvoir proposer à chacun de traduire ce qu'il a envie de traduire avec des systèmes de petites fenêtres qui s'ouvrent et des personnages. Et quand on a une classe entière et qu'on ne connaît pas les prénoms, il y a une astuce qui est de leur faire écrire leurs prénoms avec chaque lettre remplie avec des matériaux. Donc il y avait le A en brique, le B en meulière, et du coup ils travaillent le graphisme des matériaux qu'ils ont observés, et en même temps moi j'ai leur prénom sous le nez pour leur parler. C'est super pratique. Des astuces d'animatrice. On va... Oui. Allez-y, vous finissez. Oui, je raffine. Donc là, chacun faisait une fenêtre, et à la fin, on faisait un immeuble avec toutes les fenêtres. Mais du coup, sur une fenêtre, chacun avait le temps de faire tous les détails, de tous les encadrements, de tout. Donc ça donne des résultats collectifs à partir d'un travail individuel. Ici, un atelier, notamment dans une rue aux enfants qu'on avait animée, où les enfants pouvaient imaginer des panneaux de signalisation routière. Donc le premier, c'est attention amour, là c'est attention devoir, et là c'est attention aux fantômes. Mais voilà, avec des gros pinceaux, de la peinture, de la gouache, un bout de carton, des matériels assez simples, et la peinture avec un gros pinceau, en 10 minutes c'est fait, du coup c'est très efficace, et ils sont fiers comme Artaban. Bon, après ils font des panneaux bizarres, hein. Ici, c'est une récolte à l'issue d'une balade urbaine qu'on a matérialisée sous forme de maquette, où chacun avait des préférences, certains dessins, certains volumes, et du coup, chacun peut s'exprimer selon le médium qui lui convient pour raconter. Alors, il y a une plaque d'égout un peu géante au milieu, on se demande pourquoi. La photo aérienne, qui est un super outil aussi pour entrer un peu dans l'abstraction. Donc là, c'est plutôt pour les plus grands, mais commencer à prendre un peu de recul et à faire comme si on était en avion au-dessus de la ville, ils aiment beaucoup. Évidemment, la question quand ils sont là, c'est où j'habite. Forcément. Un outil qu'on a beaucoup utilisé à Vivacité, donc qui est l'association dont je fais partie, entre autres mes diverses activités. On a développé ce qu'on appelle la boîte à ville, qui est un jeu de pièces de bois. Elles sont très moches, comme ça, c'est sûr, personne part avec. On récupère toute la boîte complète à la fin des animations. Elles sont très simples, des petits cubes de bois, mais qui permettent vraiment d'animer sur la composition de la ville. Et alors, ce qui se passe à chaque fois, c'est que si on fait une grande feuille, les participants, enfants ou adultes, vont faire une ville complètement étalée, occuper toute la feuille. Ils font le truc ensemble, ils installent les activités, les espaces verts, les rues, ils dessinent, etc. Et une fois qu'ils ont installé le truc, ils se rendent compte qu'en fait, ça ne va pas du tout. C'est trop loin, c'est trop étalé, c'est trop distant, il y a trop de voitures, il y a trop de voiries. Allez, on recommence tout. On reprend une autre feuille plus petite et on fait une ville beaucoup plus dense. Et on empile les fonctions au lieu de les étaler. Et donc là, on peut commencer à parler de ville durable, de ville plus dense, de mixité des fonctions sur les îlots, sur les quartiers. C'est vraiment en 2 étapes, systématiquement. C'est très, très intéressant. Merci, Raphaël, merci. On va juste, parce qu'ils vont nous couper la parole dans pas longtemps. C'est vrai. Donc là, on voit bien dans votre travail, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que toutes les approches qui permettent non seulement que les enfants regardent la ville, mais en même temps qu'ils soient acteurs, puisqu'ils modifient un certain nombre de choses. Voilà, peut-être Claire a parlé tout à l'heure de l'intimité du premier lieu où on habite, quel que soit ce lieu, et de le rendre désirable ou de le rendre, de l'intérioriser. Moi, je me souviens toujours de Flaubert qui disait qu'il fallait, enfin, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais qui disait qu'il fallait regarder Yvetot comme avec les yeux qu'on aurait pour regarder Constantinople. Alors, la question que je me pose, c'est que, certes, on peut dire à un enfant, écoute, tu vis dans tel quartier qui est quand même pas terrible, hein, on en connaît tous, mais tu peux sublimer ça par le regard. Mais vous, quand vous entrez dans un lieu,
comment vous regardez? Autrement dit, comment les livres devraient-ils apprendre à regarder les lieux qui nous sont donnés? Et notamment les choses qui n'y sont pas. Parce que, bon, moi j'ai fait une petite liste et puis je me suis arrêtée parce qu'il y en a trop. C'est-à-dire, on ne sait pas où mettre les vieux, on ne sait pas où mettre les handicapés dans les villes, on ne sait pas où mettre les sans-abri les enfants demandent toujours pourquoi il y a des gens qui dorment dehors. On ne sait pas répondre à cette question. On ne sait pas où mettre les lieux de production. Ils n'existent pas. Tous ces lieux horribles qui sont entre deux routes, entre deux trucs. En fait, ils apparaissent jamais dans les livres pour enfants. C'est toujours assez positif, les choses que l'on montre. Et quand on montre la maison, c'est la maison de la famille, Christian Bruel dirait, hétérosexuelle reproductive. Et en fait, on a l'impression que quand même les lieux sont coincés dans les modes de vie normatifs. Donc, comment vous regardez, enfin, voilà, je pense qu'ici, il y a des gens qui connaissent bien les bibliothèques et les classes, et quand ils rentrent dans une classe ou dans une bibliothèque, ils voient tout de suite plein de choses qui échappent aux autres, quoi. Donc, comment faire regarder les lieux aux enfants, quels que soient ces lieux, qu'ils soient désirables ou qu'ils soient... Vas-y. Ça c'est mon dada, en fait. C'est vraiment... je ne sais pas si vous connaissez sur Arte la petite session carambolage, où il faut décortiquer une image et savoir où est-ce qu'elle a été prise. C'est un exercice que je trouve génial. Et au-delà de cette anecdote franco-allemande, quand on rentre dans un endroit donc intérieur ou quand on est dans un espace extérieur, c'est ça que j'essaye de faire. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Apprenez à le regarder. Est-ce que l'espace est large ou étroit, mais c'est relatif? Est-ce qu'il est assez large pour y faire quoi? Donc, quelles sont les fonctions associées à un espace? Est-ce que l'espace permet d'y faire ce qu'on a besoin d'y faire? Est-ce que ta chambre est assez grande? Est-ce que ta salle de bain, tu arrives à tourner autour du lavabo? Et est-ce que dans la rue, est-ce que tu arrives à t'y retrouver, à circuler? Alors, sans aller forcément jusqu'au jugement de dire j'aime, enfin, c'est souvent le premier stade, j'aime pas, mais on va pas chercher à dire c'est nul ou c'est génial. C'est un peu manichéen, c'est un peu tranché. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. Éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour l'améliorer? Donc ça, c'est le travail que je fais souvent avec des enfants quand on est en mode participatif projet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cet espace? Je dirais que la première question, c'est est-ce que je me sens accueillie ou pas dans cet espace, qu'il soit intérieur ou extérieur? Est-ce que je me sens bien? J'ai visité hier un bâtiment qui s'appelle la Ferme des Possibles à Stein, qui est un bâtiment en paille, avec de la terre crue partout. Donc les matériaux sont super intéressants, avec du réemploi de vieilles fenêtres. Voilà. Donc du point de vue écologique, c'est un projet super intéressant. Mais moi, ce qui m'a frappée, c'est la qualité spatiale et lumineuse. C'est-à-dire que l'architecte, il a cette subtilité de ménager un recoin, un balcon. Si on le regarde comme ça, on se dirait mais il sert à rien ce balcon. Ben si, en fait, il y a une table, un canapé, les gens peuvent s'installer. Il y a une espèce de générosité qui accueille et qui permet des usages. Et quand l'espace est trop étroit, quand le logement est trop étroit, quand on ne peut pas être confiné sans se taper dessus, quand on n'a plus de balcon, moi je tiens beaucoup au balcon. Le balcon, la véranda, tous les espaces qui sont extérieurs abrités en complément du logement, je ne comprends pas qu'on fasse une maison sans ça. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Et dans l'espace public, ce que vous évoquiez sur l'accueil des enfants, à Vivacité, on a vraiment développé depuis 10 ans les rues aux enfants, qui étaient au départ des festivités, c'est-à-dire des moments festifs le mercredi ou le samedi, où on bloquait la rue pour animer. Alors, on pouvait arriver, nous, Vivacité professionnelle de l'animation, avec des propositions. En fait, ce qu'on faisait en amont, c'était de mobiliser les habitants du quartier pour que ce soit les parents qui animent les ateliers, et pour que les enfants animent des ateliers eux-mêmes, et pour que la rue aux enfants soit une rue pour tous. Et que, après cet événement festif, qui peut se reproduire de manière régulière, chaque fois qu'on passe dans la rue, on se souvient qu'on y a passé un bon moment. Et que là, sur ce coin de trottoir, aujourd'hui, il y a des voitures, il y a une poubelle, mais je sais que mercredi dernier, j'ai joué aux billes avec mon copain. Et on n'a plus la même sensation de l'espace, parce qu'on a vécu un moment positif, un moment agréable et partagé avec d'autres. Et donc, le résultat des rues aux enfants dans Paris, ça me fait super chaud au cœur et plaisir, parce que c'est vraiment 10 ans de travail
de propositions d'animation. Et les appels à projets pour les communes continuent de la part de Vivacité et de Rue de l'Avenir, qui est l'association qui pilote tout ça. Donc là, pour revenir au livre, donc, Oui. est-ce que tu vois cette façon de montrer donc, comment on regarde et comment on fait montrer un espace, un lieu, un paysage? Je dirais par rapport à la façon dont on s'adresse à l'enfant qu'il ne faut pas forcément s'arrêter justement sur l'image, mais axer beaucoup sur le récit. Le récit. Et alors, effectivement, tout à l'heure, on a vu des exemples où il n'y a que des images. Bien sûr, ça peut exister. Mais je pense qu'à travers... on peut montrer une image contradictoire avec un récit. On peut même aller jusque-là. Et moi, j'ai tendance à penser qu'une partie de la littérature jeunesse cache la réalité aux enfants. C'est-à-dire que dans l'idée de les faire grandir dans un idéal qui ne correspond pas à leur quotidien, on va leur montrer comment les adultes mentent. En fait, on va leur montrer comment on entre dans une société dans laquelle, en fait, leur réalité ne va pas être celle de leur, n'est pas celle que on leur montre. Et tu disais tout à l'heure, on peut parler d'une forme de schizophrénie à un moment très très clair sur le décalage entre leur vie et les récits. Moi, ce que je dirais, c'est que on l'a vu tout à l'heure, l'espace de la ville ou un bâtiment. J'ai pas beaucoup entendu le mot de immeuble, parce qu'en fait c'est ça le quotidien d'aujourd'hui. Mais un espace dans la ville, quel qu'il soit, une place, une rue, n'importe quoi, ou un immeuble, sont le strict reflet du moment où ils ont été conçus. Parce que dans chaque bâtiment, dans chaque quartier, dans chaque portion de la ville et dans chaque morceau d'un bâtiment, il y a projeté une époque. On l'a très bien vu tout à l'heure sur les récits. Et la littérature jeunesse suit évidemment ce mainstream. Voilà. Moi, je dirais aujourd'hui qu'il faut rompre avec ce mainstream. Il faut arrêter de raconter aux enfants des choses qui n'existent pas. Je partage le goût pour Barbe à Papa. Peut-être parce qu'on est un peu de la même génération, mais aussi parce que Barbe à Papa disait les choses, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait le cocon, il y avait... voilà, mais il y avait de l'autre côté... c'était très, très militant comme Je dois y aller, et justement, sur le côté militant, la parole, elle n'a pas été beaucoup partagée, et il faut vraiment que je vous dise ça avant de partir, parce que je tiens. Je ne suis pas dans Barbe à Papa. Excusez-moi, mais on vous voulez un micro? On laisse finir peut-être. C'est fort, et j'en tiens vraiment à cœur, et à 17h, je dois aller dans une maison d'enfants à caractère social. Donc je ne sais pas, travailleur social, éducatrice spécialisée, et je m'occupe d'enfants qui ne vivent pas dans la maison de leurs parents, et qui vivent dans des maisons communes dans lesquelles ils doivent vivre avec les autres. Et pourtant, rester peut-être, par décision du juge, dans ces maisons entre 4 et 5 ans de leur vie. Donc comment ces enfants-là, dont on ne parle pas beaucoup dans la littérature, ces enfants qui aujourd'hui vivent des maltraitances, ces enfants qui sont enlevés de leur domicile, qui ont aussi perdu une part d'innocence, mais qui vont recréer dans cet espace-là un cocon, une vie. Ils vont avoir leur chambre, mais une salle de bain collective. Ils vont avoir un bureau d'éducateur où ils vont pouvoir parler de leur intimité et en même temps partager une télé ou une salle à manger commune. L'habitat, c'est aussi ça. C'est parler de ceux qui sont un peu laissés pour compte, dont on ne parle jamais. On voudrait transcender le monde, parler de papa, excusez-moi, je suis un peu... parce qu'il y a une intervention qui m'a manqué ce soir, et que l'accueil des migrants, les fermes pédagogiques, l'aménagement de l'espace urbain, ce n'est pas des concepts dans le jargon social. Nous, on n'est pas des artistes, on est des artisans, on fait avec les moyens du bord, avec les moyens que nous donnent les politiques, mais aussi peut-être avec des concepteurs de l'espace qui sont déconnectés de la réalité et qui ne pensent pas toujours ces endroits où on vit la précarité, on vit avec des gens qui sont contraints du vivre ensemble. Alors si certains d'entre vous, avec leurs enfants, ont mal vécu le confinement, quand on a un balcon, qu'on ne vit pas dans une cité HLM ou dans une cage d'escalier, parce que je ne sais pas si on a la même définition de la cage d'escalier, dites-vous que
partage entièrement votre colère et je voudrais vous dire que si j'ai commencé mon exposé en parlant de la vie devant soi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais alors précisément, ça décrit extrêmement précisément, dans un contexte d'il y a 30-40 ans plutôt, mais une vie d'enfants abandonnés qui vivent ensemble dans un bâtiment. Il se trouve que c'est une cage d'escalier qui les réunit, mais c'est exactement la description de la misère, de la détresse et de la solitude que vous faites avec des gens à côté qui font ce qu'ils peuvent pour les aider. Donc moi, j'aurais juste un conseil, si vous allez les voir, ou pas un conseil, non, je n'ai pas de conseil à vous donner, une idée à vous soumettre, lisez-leur La vie devant soi. Mais je voudrais aussi que nous, on s'adapte. Je suis ni une vieille ni une jeune, je suis entre deux. Je suis aussi formatrice en sciences sociales. J'ai aussi une réalité de nouveaux travailleurs sociaux qui ne pensent pas forcément avec un regard psychanalytique. Ils apprennent aussi avec un nouveau contexte politique. Moi, je ne leur dis pas la vie devant soi, je leur donne comme référence. Mais par contre, je vous suggère aussi, pourquoi pas comme lecture, l'autobiographie d'une Fougette de Gilles Paris qui parle de ça. Oui. Merci pour votre intervention. Excusez-moi, c'est pas moi. Non, mais ne partez pas, juste pour vous dire que l'intervention que vous venez de faire, vous auriez, c'est pas un reproche, mais elle pouvait être faite à toutes les interventions qui ont été faites, c'est-à-dire la présentation des albums. Ici, on devait accueillir ATD Quart Monde, donc c'était vraiment le but de cette table ronde, que de vraiment, bon, 2 personnes sont venues in extremis, tout le monde essaye de s'adapter. Peut-être qu'on n'a pas, j'aurais dû peut-être dire que vous pouviez intervenir au fur et à mesure. Je m'en excuse. Je ne veux pas que vous ratiez la conclusion. D'abord, je remercie vraiment Claire et Raphaël parce que tout ça s'est monté très, très rapidement. Vous avez peut-être vu en entrant à la bibliothèque, à la médiathèque, il y a des matelas, un certain nombre de choses, des valises, etc. Donc, il y a un monsieur qui habite là et qui n'a pas de logement. Donc, tout à l'heure, Pardon ? Voilà, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il s'appelle, c'est pas méprisant de ma part. Je suis allée m'asseoir à côté de lui tout à l'heure. On a discuté une bonne demi-heure. Je lui ai juste demandé, savez-vous de quoi nous parlons dans cette médiathèque ? Alors il me dit oui, je sais. Vous parlez de l'habitat. Bon, alors j'avais un peu honte et je lui dis ce que je peux lui dire. Donc je lui dis, mais il y a 3 matelas. Je lui dis, vous défaites tout ça tous les soirs, vous rerangez tout. Il m'a regardé comme la gourde que je suis, quoi. Et il me dit, mais non, je dors entre les matelas, c'est-à-dire il se glisse sous les matelas, etc. Et donc, je vais vous donner sa conclusion après. Je voulais juste avant, parce qu'on n'a pas parlé de poésie, vous lire un tout petit texte, mais très court, de Paul Éluard, parce que ça va vous donner la conclusion de ce monsieur que j'ai failli inviter à la table ronde. Dans Paris, il y a une rue, dans la rue, il y a une maison, dans la maison, il y a un escalier, dans cet escalier, il y a une chambre, dans cette chambre, il y a une table, sous cette table, il y a un tapis, sur cette table, il y a une cage, dans cette cage, il y a un nid, dans ce nid, il y a un œuf, dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf renversa le nid renversa la cage, qui renversa le tapis, qui renversa la table, qui renversa la chambre, qui renversa l'escalier, qui renversa la maison, qui renversa la rue, et la rue renversa la ville de Paris. Alors moi, je lirai ça aux enfants, et je dis ça à ce monsieur, et il me dit, quand même, est-ce qu'il faut vraiment une révolution pour assurer le vital ? Oui. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup toutes les deux, vraiment.